Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Ah, il faut de tout pour faire une police. Des bons policiers et des moins bons. Et on peut difficilement éviter que dans les moins bons, il y en ait de franchement mauvais. Exécrables pour tout dire. L'inspecteur Fleming était de ceux-là. Et en vertu du mauvais principe qu'un mauvais inspecteur ne forme que de mauvais adjoints, les deux sergents, Isat et Middle Miss, étaient mauvais, pire que mauvais, outrageusement feignants. Le rapport administratif qui les concerne parle pudiquement de manque de zèle caractérisé, mais ça ne change rien à l'affaire. L'affaire, c'est l'histoire de Donald Merrett. Un vénard dans son genre. C'est aussi l'histoire de quelques autres, tout un monde d'individus différents avec des faiblesses différentes. Quand il s'agit de crime et de justice, on voit mieux les faiblesses des autres et leurs erreurs, et c'est grave dans un dossier de police. Il faut se dire aussi que c'est plus grave qu'extraordinaire, malheureusement. Il est 10h30 du matin à Édimbourg, en Écosse, le 17 mars 1926. Madame Merrett est dans son salon. Elle fait sa correspondance. N'a jamais eu de chance dans la vie, Madame Merrett. Dans sa jeunesse, on l'a traitée d'oie blanche. Elle est tombée amoureuse d'un beau et bel Écossais. Beau, bel et dangereux. Le mariage a dû être précipité. Un petit garçon est né, il s'appelle Donald. Donald avait 2 mois et empêchait déjà sa mère de dormir tranquille quand le père est parti. Plus de bel Écossais, juste un bébé braillard et beau comme son papa. Madame Merrett a tout reporté sur lui. Le pauvre enfant n'a pas connu son père, vous pensez? Il faut bien lui pardonner certaines choses. Si bien que Donald Merrett, à 18 ans, est un jeune homme insupportable de la vie de tout le monde. Ce matin-là, tandis que sa mère écrit, il s'est assis en face d'elle dans le salon. Il lit d'un air renfrogné. Il a toujours l'air renfrogné à la maison. Dieu seul sait pourquoi, puisqu'on lui passe à peu près tous ses caprices. Dans la pièce, il y a la bonne Henriette. Elle allume le poêle à charbon et souffle sur le feu pour le faire prendre. Personne ne parle. Au bout d'un moment, le feu ayant pris, Henriette sort et va dans la cuisine. Au moment où elle se penche sur la cuisinière, un coup de feu la fait sauter en l'air. Elle ressort de la cuisine et croise Donald dans le petit couloir. La bonne regarde Donald. Donald regarde la bonne. Et il dit calmement « Maman vient de se tirer une balle dans la tête. » La bonne fait « Ah ?» Oh, elle se faisait énormément de soucis depuis quelque temps. J'ai dépensé tout son argent, alors elle s'est tirée une balle dans la tête. La bonne reste la bouche ouverte avec son « ah » qui dure, et finit par éclater en hurlements stridents, tandis qu'elle se précipite au salon. S'étant rendu compte que sa maîtresse respire encore, elle reprend péniblement ses esprits et va chercher du secours. On emporte Madame Merrett à l'hôpital le plus proche, et les 2 policiers arrivés en même temps que l'ambulance se présentent. Le sergent Middle Miss et le sergent Isat, un grand et un petit. C'est le grand qui parle pendant que le petit inspecte les lieux. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» La malheureuse Henriette explique alors ce qu'elle a vu et entendu. « Je venais juste de sortir du salon, madame écrivait, assise à cette table, l'air de rien. Monsieur Donald lisait dans ce fauteuil. 1 minute après, j'ai entendu le coup de feu. Se suicider comme ça, en 1 minute, c'est extraordinaire. Qui aurait dit ça de madame ?» Le petit policier a fini son inspection, semble-t-il. Il revient avec un revolver à la main. Le grand sort son carnet, écrit quelques lignes et se tourne vers Donald. « Vous savez pourquoi votre mère a fait ça ?»« Ennui d'argent, je suppose. » Voilà. C'est tout pour le moment. Pas très curieux, ces policiers.
Le soir même, ils remettent leur rapport à l'inspecteur Fleming. Avons fait évacuer une dame Mérette sur Terrace Hospital à 10h45 le 17 mars. Tentative de suicide, état grave, signé Middlemay Ceysat. En Écosse, une tentative de suicide est passible d'une peine de prison et l'inspecteur Fleming est donc chargé de l'enquête. Il se rend au domicile de Madame Mérette, flanqué de ses 2 sergents. Interrogatoire rapide de la bonne et du fils, tour de la maison, on lui montre le petit salon, la table devant laquelle Madame Mérette était en train d'écrire, la chaise sur laquelle elle était assise, son livre de compte. Fleming feuillette le livre, constate que le compte en banque est débiteur et conclut d'un ton sentencieux. « Ennui d'argent, hein ? Je vois. » Puis il s'adresse au petit sergent. « Où avez-vous ramassé le revolver ?»« Le revolver ? Ah ben, par terre. » Enfin, je crois. Attendez, il me semble. Ou alors, Ah ben non, je sais plus. C'est la bonne qui intervient. Si vous permettez, sergent, sur la table, là, au milieu des papiers, c'est là que vous l'avez ramassé. Fleming lève le nez impatiemment. Oui, bon, peu importe. Rien d'autre ? Rien d'autre. C'est peut-être naïf, mais d'habitude, les témoins attendent qu'on les interroge, qu'on leur formule des questions précises. Avec l'inspecteur Fleming, rien de tout cela. Il ne donne pas tellement l'impression d'avoir envie qu'on lui dise quoi que ce soit, à vrai dire. Il est déjà sur le pas de la porte, il est déjà parti. 1 heure après, Fleming est à l'hôpital. La blessée va très mal. Pour une fois, Fleming est intransigeant. Il fait appliquer le règlement par les médecins. Tentative de suicide, docteur. Mettez-la en chambre surveillée, fenêtre grillagée. Et prévenez-moi, en cas de convalescence, je dois l'inculper, c'est le règlement. Excellent, inspecteur Fleming. Tout à fait excellent. Sauf que, selon le règlement, vous avez oublié quelques toutes petites choses et rien, des bêtises. Par exemple, primo, de faire relever les empreintes sur le revolver. Inutile d'ailleurs, il a traîné trop longtemps dans la poche du sergent. Secondo, de faire préciser la position du corps. Inutile. Le sergent ne se la rappelle déjà plus. Tertio, de demander ce qu'écrivait Madame Mérette avant de se tuer. Inutile, la lettre a déjà disparu. Et enfin, de quarto à l'infini, de vous faire raconter par les 2 témoins les circonstances exactes du drame, d'interroger l'entourage, la famille, bref, de faire une enquête. Pourtant, Madame Mérette aurait bien besoin que l'on pense pour elle dans l'état où elle se trouve. La balle est si mal placée dans la tête que l'opération est impossible. On se contente de soigner la blessure et de calmer la malade qui s'agite beaucoup et reprend connaissance de temps en temps. D'après les médecins, elle n'a aucune chance de s'en tirer. 3 jours après son entrée à l'hôpital, elle semble aller mieux et arrive à prononcer quelques mots. « Qu'est-ce qui s'est passé, docteur ?»« Vous avez eu un petit accident, madame. Vous ne vous souvenez plus ?» Le médecin est prudent. La règle veut que l'on ne parle pas de suicide à quelqu'un qui a voulu se suicider, justement, et surtout qu'on évite de lui en rappeler les circonstances. Mais Madame Mérette, à ce moment-là, est suffisamment lucide pour répondre au médecin. « Je me souviens. J'étais assise, j'écrivais une lettre. Mon fils était derrière moi. Je lui ai dit « Donald, laisse-moi travailler, ne me dérange pas. » Et au même moment, j'ai entendu une détonation. J'ai dû m'évanouir. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, docteur, qu'est-ce qui s'est passé? Sans vouloir répondre, le médecin calme la blessée, puis, troublé par cette déclaration bizarre, prévient l'inspecteur Fleming. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'amnésie, inspecteur. Peut-être devriez-vous l'interroger, son état est grave, elle peut mourir d'un jour à l'autre. Fleming marmonne qu'il passera un de ces jours. Une autre fois, Madame Mérette reprend conscience quelques minutes, le temps de dire à sa sœur « C'est comme si Donald avait tiré sur moi. »« Mais tu ne tenais pas un pistolet à la main, non ?»« Donald m'inquiète. Occupe-toi de lui. Ne le laisse pas seul. » Puis, plus rien. Le 25 mars 1926, Madame Mérette succombe à sa blessure, sans avoir repris connaissance, sans avoir revu son fils, sans avoir revu l'inspecteur Fleming, sans avoir accusé vraiment qui que ce soit. Elle ne laisse derrière elle qu'une seule personne troublée et inquiète de cette histoire bizarre, une seule. Ce n'est pas le médecin, encore moins le policier, 3 fois moins son fils,
sa sœur, Elisa. Une vieille fille d'une 50aine d'années, dont la principale occupation jusque-là consistait en un élevage de canaris. Elle va faire ce qu'elle peut, tante Elisa. Et si elle n'arrivera pas à grand-chose, ce ne sera vraiment pas de sa faute, encore une fois. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Tante Elisa est consciencieuse. Elle a aussi le respect de la famille, et le soir même de l'enterrement de sa sœur cadette, elle débarque chez son neveu avec son vieux chapeau, ses canaris et un air soupçonneux. Elle va mener son enquête avec obstination. Le soir de l'enterrement, Donald annonce d'un air nonchalant « Je sors ». Tante Elisa ne dit rien, enfile ses gants, ajuste son chapeau et sort derrière lui. Donald enfourche une grosse moto. Tante Elisa saute dans un taxi. C'est ainsi que la malheureuse vieille fille se retrouve au palais de la danse, une boîte de nuit cachée derrière un pilier et guettant son neveu. Donald dépense beaucoup d'argent. Il connaît beaucoup de jeunes filles. Tante Elisa leur trouve un bien mauvais genre. Le lendemain, Donald répète d'un air nonchalant « Je sors ». Tante Elisa ne dit rien, mais dès qu'il a le dos tourné, fait une petite perquisition dans l'appartement. Dans un coin du salon, elle découvre une douille vide. Dans le tiroir d'une commode de la chambre de Donald, une boîte de cartouches du même calibre. Dans un autre tiroir, un chèque important, accompagné d'une lettre de la banque, demandant si la signature est bien celle de Madame Mérette et s'il faut bien payer ce chèque à Donald Mérette, chèque de 500 livres, alors que le compte est débiteur. Bref, tante Elisa se débrouille, organise ses filatures, s'aperçoit que Donald entretient coûteusement une demoiselle alors que l'héritage de sa mère est inconsistant, et tante Elisa se débrouille si bien qu'un matin de septembre 1926, elle débarque chez l'inspecteur Fleming, son chapeau sur la tête et son cabas à la main, bourré de pièces à conviction. « Inspecteur, j'ai beaucoup de respect pour votre police, mais permettez-moi de vous le dire, vous êtes un incapable. J'aime bien mon neveu, mais j'exige que vous l'arrêtiez, mon enquête est terminée, j'attends vos questions. » On a beau détester le travail autant que l'inspecteur Fleming, on ne se débarrasse pas comme ça d'une tante Elisa. Et une semaine plus tard, épuisé, furieux, contraint et forcé, Fleming est bien obligé d'arrêter Donald Mérette et de l'inculper de faux, usage de faux et parricide. Tante Elisa a rameuté ses témoins à charge. La bonne, une amie de sa sœur et le banquier. Elle a aussi payé un avocat à son affreux neveu et s'occupe de lui en prison. Tante Elisa fait bien les choses pour la défense comme pour l'accusation. Hélas, pauvre tante Elisa. Tout le mal qu'elle s'est donné, toute la conscience professionnelle qu'elle a déployée ne va pas suffire. Faire le travail des policiers, c'est encore possible. Mais s'attaquer au travail des experts en balistique, c'est une autre affaire. Et là, tante Elisa est complètement dépassée. Oh, tout le monde est dépassé d'ailleurs. Jugez plutôt. À cette époque, en Angleterre, un seul homme a droit à la parole dans le domaine des expertises en balistique. Cet homme, c'est le professeur Littlejohn, et ce n'est pas n'importe qui. Il est professeur de médecine à l'Université d'Édimbourg et il a succédé à son père dans ce domaine. Le grand professeur Littlejohn est célèbre pour son intelligence, ses bons mots et sa culture scientifique. Depuis 20 ans qu'il exerce son métier, il a examiné plus de 500 cas de suicide à l'arme à feu. Il sait tout dans ce domaine. Comment on détermine, d'après la trajectoire d'une balle, d'où provient la balle en question, le nombre de centimètres qui indique si c'est un meurtre ou un suicide, la couleur des particules de poudre sur la peau, s'il s'agit d'une poudre comme ceci, d'une arme comme cela. Bref, s'il pouvait, il couperait les déductions en 4 à partir de rien. D'ailleurs, il peut. C'est un domaine tellement compliqué, des études tellement fastidieuses, qu'il n'a guère de mal à y représenter Dieu le Père, ou presque. Or, le professeur Littlejohn a pratiqué l'autopsie de Madame Mérette, et son rapport dit ceci. Le point d'impact se trouve derrière l'oreille droite. Ça, c'est facile à voir. La trajectoire n'est pas horizontale, mais légèrement oblique. La distance entre l'os occipital et le point d'impact... Oh, et puis non, réflexion faite, non, je ne peux pas, chers amis, vous imposer ça. C'est mortellement ennuyeux, bien que fort intéressant. Je passerai tout de suite à la conclusion. Étant donné que, tout ce qui précède,
aucun indice ne permet de déterminer la distance entre l'arme et la victime, et la disposition de la plaie autorise la supposition qu'il s'agit d'un suicide. Tante Elisa en a les jambes coupées. Elle voudrait bien argumenter, mais comment? D'abord, elle n'a pas le droit. Ceci est un débat entre spécialistes. Rien à voir avec la bonne logique, solide mais inculte, d'une tante Elisa. La pauvre femme ne sait même pas à quel point elle a raison. Si elle connaissait les dessous de la superbe démonstration du célèbre professeur Littlejohn, elle serait bien capable de faire sauter le tribunal. Le professeur est un homme éminent, ses travaux ont fait avancer la médecine légale. Tout le monde, à juste titre, reconnaît sa valeur, mais c'est un homme, rien qu'un homme, capable de faiblesse et d'erreur. Et quand on est à sa place, une erreur devient aussi colossale qu'une certitude. En réalité, le professeur Littlejohn est malade. Il est même extrêmement fatigué. Il souffre de maux d'estomac, de bronchite chronique et d'asthme. Il n'est plus tout jeune non plus. Il n'a pas étudié le cas de Mme Mérette suffisamment à fond et, pour être juste, il n'a pas eu vraiment l'occasion. Quand on pense à la médiocrité de l'enquête policière officielle, il ne faut pas s'en étonner. Le pire, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Il a même appelé en consultation l'un de ses plus brillants élèves en poste à l'Institut de médecine légale du Caire et dont il connaît les théories nouvelles en matière de suicide par balle. Un garçon doué, intelligent, dynamique et jeune. Et il lui a démontré, ce brillant élève, avec tout le respect dû à son maître, qu'il s'agissait bel et bien d'un meurtre. Honnête, bien que furieux de s'être trompé peut-être, le célèbre professeur avait fait part de ses doutes au procureur et le procureur avait trouvé la solution. Nommer 2 autres experts pour participer au débat devant le tribunal, l'un défendant la théorie de Littlejohn, l'autre la théorie contraire. Si bien qu'au procès de Donald, personne n'y comprit plus rien. Et quand je dis personne, je parle des 9 jurés surtout. Pris entre 2 feux, ils penchèrent d'un commun accord vers l'expert qui défendait les travaux du théoricien le plus connu, celui dont tout le monde faisait l'éloge, celui qui ne s'était jamais trompé, le professeur Littlejohn. Le 8 février 1927, tante Elisa, coiffée de son plus beau chapeau noir, celui avec des violettes et un flot de ruban mauve, est photographiée sur les marches du tribunal d'Édimbourg. Elle a l'air d'une chouette aveuglée par le soleil. Donald Mérette, son neveu, vient d'être reconnu coupable de faux et usage de faux, avec un non-lieu sur l'accusation de meurtre. Qu'elle le veuille ou non, sa sœur s'est suicidée. En apprenant la nouvelle, le professeur Littlejohn confie au journaliste « J'ai bien peur. Oh, je parie même n'importe quoi. Que nous aurons l'occasion d'entendre parler à nouveau du jeune Donald Mérette. » Il avait bien raison cette fois et, malheureusement, sa mort, 1 mois seulement après le procès de Donald Mérette, ne lui permit pas de le savoir. Tante Elisa, non plus. Car on ne revit plus jamais Donald Mérette en Angleterre, et les années passèrent. 27 ans passèrent. Le 16 février 1954, dans une forêt près de Cologne en Allemagne, la police découvre le corps d'un homme qu'elle traquait depuis 15 jours. Cet homme s'appelait Ronald Cheney. Il se faisait appeler Ronald Cheney depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, cet homme avait vécu de chantage, de vol, de trafic de marché noir, mais on ne le sut qu'après sa mort. Ayant purgé sa petite peine de prison pour usage de faux, le jeune et séduisant Donald Mérette avait accumulé les chances, un héritage confortable venu de son grand-père, 50 000 livres, et un mariage avec une jeune fille riche mais prudente. La jeune Madame Mérette, en effet, bien qu'ignorant les antécédents de son mari, s'était vite rendu compte de son erreur et avait rapidement jeté dehors ce beau garçon menteur, voleur et sournois. Donald était donc parti seul à l'aventure. Les aléas du marché noir en Allemagne au début de 1954 le laissent complètement démuni, les poches vides. Il se souvient brusquement de sa femme et de l'argent qu'elle doit posséder. Alors il décide simplement de le récupérer et pour cela d'étrangler sa femme. Il la retrouve, il l'étrangle, la noie dans une baignoire. Surpris par sa belle-mère après une lutte sauvage, il la tue aussi. Pendant 15 jours, il fuit à travers l'Allemagne, blessé, traqué, sans argent, car il n'a rien trouvé finalement chez sa femme. Il fait un court voyage en Angleterre sous son véritable nom pour tenter de retrouver un membre quelconque de sa famille susceptible de lui procurer de l'argent. Fort heureusement,
Son passage à la frontière met Scotland Yard sur la piste et il n'a pas le temps de mettre ce nouveau projet à exécution. D'autre part, être poursuivi à la fois par Scotland Yard et la police allemande, c'est autre chose que de recevoir dans son salon l'inspecteur Fleming et ses 2 sergents. Acculé, pris au piège, réfugié depuis 1 semaine dans la forêt de Cologne, Donald Meret accomplit la seule bonne action de toute son existence. Il écrit de sa main sur un carnet de chèques, vide bien sûr, « J'ai tué ma mère le 17 mars 1926, j'ai tué ma femme et ma belle-mère le 2 février 1954. » Et puis, il se tire une balle dans la tête. Tante Elisa n'aurait pas aimé ça non plus. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.